nous allons faire le rapport des commissions. Vous pouvez, après chaque commission, poser des questions qui concernent cette commission. Voilà. Sauf en discipline. Donc nous allons passer la parole à M. Marcon qui va vous parler de l'arbitrage. Et on peut applaudir. Bonjour à tous. Alors, commission d'arbitrage. L'effectif est annoncé en début d'année 4 nouveaux arbitres. M. Robert Nicolas, M. Doucet Jean-Claude, M. Berchouche Chéri et M. Miliotto Yves. Et nous avons eu la venue d'un arbitre départemental, M. Portillon Patrice, qui arrive dans notre département. Comme il était arbitre départemental, il est arbitre. Alors, un arrêt d'arbitrage, démission de M. Fernandez Jean-Louis. Total de l'effectif à ce jour, 16 arbitres. Nos arbitres ont bien œuvré pour cette année, l'ensemble est correct, tout n'est pas parfait. Au niveau de l'arbitrage sur les championnats départementaux, très bon comportement de tous. Il faut que les joueurs respectent les arbitres. Il est sur les jeux pour faire appliquer le règlement de la FFPJP. En tant que référent, je remercie les membres de la commission pour leur disponibilité et les services rendus. Les arbitres sont disponibles et corrects pour arbitrer tous ces concours qui sont sur le calendrier. Merci. Des commissions de travail vont se mettre en place pour l'amélioration de la pétanque et du jeu provençal. Alors on a divisé en 3 groupes. Le groupe 1, ce sera les situations des clubs en matière informatique et d'accessoires. Le groupe 2, situation des fautes les plus commises, information des clubs. Et le groupe 3, faire respecter les règlements et la bienséance. Ces groupes de travail comprendront des arbitres et des membres du comité du GAP qui proposeront des solutions et des projets au comité directeur qui statuera. Et alors, M. Guillaume Polder va présenter l'examen d'arbitrage régional. Alors, si vous avez des candidatures pour l'examen d'arbitrage, pensez à faire une demande écrite au CD30 avant le 15 décembre. Parce qu'à l'horizon de 2024, il faudra un arbitre par club. Déjà en 2021, je crois que c'est une tranche entre 50 et 150 licenciés qu'il vous faudra présenter un arbitre. Alors après, une proposition à s'écouter que l'arbitre désigné sur un championnat soit invité à la visite des terrains avec la commission. C'est-à-dire que l'arbitre que le désignera sur un championnat fera partie de la commission pour les terrains pour aller voir le site. Merci de m'avoir écouté. En 2021, non, à partir de 2021, c'est une tranche entre 50 et 150 qui doivent présenter l'arbitre. Voilà. Et à partir de 2024, entre 50 et 150. Oui, oui. C'est la fédération. Là, ça veut dire qu'on veut tuer tous les petits clubs. C'est ce que vous voulez. La fédération? Si je peux vous répondre, c'est une préconisation. Aujourd'hui, on s'aperçoit, comme il a été dit, qu'il y a une pyramide des âges qui est vieillissante. Le nombre d'arbitres en France, peut-être pas dans votre département, ça dépend du nombre d'arbitres qu'il y a, est en baisse constante. Or, pour compétition et lieu, il faut des arbitres. Donc, conscient du problème, du manque d'arbitres, de la baisse des arbitres, du vieillissement des arbitres, la fédération souhaite trouver des solutions pour qu'il y ait des arbitres. Donc nous préconisons que les clubs soient sensibilisés au fait que parmi leurs licenciés, il n'y a pas de sanction prévue. Si vous n'en avez pas, vous ne serez pas sanctionné. Peut-être un jour. La première année, on s'en va sanctionner. Non, pour le moment. Alors, marquez-le que tous les clubs l'attendent. Pour le moment, la fédération n'a pas décidé de sanctions, ni en 2020, ni en 2021. C'est une préconisation qui est faite pour que les clubs entendent
Moi, je connais des départements où il n'y a plus d'arbitre. Pourquoi? Parce que depuis des années, c'est pas parce qu'ils n'ont rien fait, c'est parce que depuis des années, ils n'ont pas fait un certain travail pour qu'il y ait un turnover d'arbitre, et donc du coup, c'était passé de notoriété que les concours officiels se faisaient sans arbitre. Voilà. Or aujourd'hui, nous on dit... Alors excusez-nous, dans les 5 ans, il y avait combien 100 mètres de cartes de club, je crois, dans les gars. Vous avez combien 60. Qu'est-ce qui va se faire? On va créer des associations de village, on fera des concours entre nous sans arbitre. Non mais attendez. Non, mais je veux dire. Moi je suis président de club, ça fait 10 ans. Si la fédération avait... Ça fait 10 ans que la fédération nous impose des choses. Ça fait 10 ans que la fédération nous aide 0 centime. Non, la fédération ne dit pas, et je vous comprendrai si jamais vous avez entendu dire par la fédération que si vous n'avez pas d'arbitre, vous serez sanctionné. Mais on le voit venir, Ça a été comme les Bertalons cette année. On a des championnats qui vont démarrer janvier, on nous impose décembre des pantalons, des championnats de club. On a un mois pour se faire. Et qui c'est qui paye? Je vous entends, mais c'est pas... On va donner un micro. Mais qui c'est qui va payer tout ça? Qui va payer? Le licencié quoi? Là, pour le moment, je vous dis, pour parler des arbitres, il n'y a pas de sanction de prévu. Mais prenez conscience que si demain, il n'y a plus d'arbitre, il n'y a plus de concours. En tout cas, pas de concours officiel. Voilà, vous avez dit le concours officiel. C'est ce que vous voulez? Oh ben, attendez, un concours officiel sans arbitre n'est pas un concours officiel. Hein. Et combien de sociétés à moyens vous aurez? Voilà. Combien de sociétés à moyens vous aurez? Les associations de village vont se créer à cause de ça. Mais il y a d'autres départements où le nombre d'arbitres est constant. Il y a des jeunes qui viennent à l'arbitrage. Il y a des conventions qui sont passées avec l'UNSS pour que des jeunes de l'UNSS... Déjà, qu'on perd des jeunes licenciés, vous voulez les mettre à l'arbitrage? Si vous avez... On est dans la bonne là. Allez. Attendez. Des départements qui ont monté avec des éducateurs des conventions avec l'UNSS, il y a des passerelles qui se font avec le monde scolaire. Voilà. Après, moi je ne peux pas obliger les départements à faire des conventions et avoir cette relation avec le monde scolaire. Comment se fait-il que dans certains départements très proches du nôtre, il y a des concours officiels sans arbitre? Parce que les présidents de comité ne font pas leur travail. Et la fédération... Un président de comité départemental qui accepte qu'un concours officiel soit marqué dans son calendrier, alors qu'il sait pertinemment qu'il n'y a pas d'arbitre. Donc aucun officiel. Aucun officiel. Ben pour moi, ce n'est pas un concours officiel. Là, on nous dit que le concours officiel, il faut ça. Un concours officiel, c'est un arbitre, c'est un pratiqueur, c'est une dotation, c'est un cadre, c'est le fond des règles. Voilà. Mais si un président de comité départemental estime que dans son département, on peut faire des compétitions n'importe comment, c'est aussi une façon de voir le monde sportif. Mais moi, je suis désolé, un président de comité départemental qui accepte ce genre de choses, pour moi, il ne fait pas son travail. C'est des gens qui sont dans la fédération, donc je pense qu'ils sont différents de quelque chose. On n'est pas sans rappeler alors au président de comité leurs obligations. D'accord. Et bonjour à tous. Une question sur l'arbitrage. Ici, s'il vous plaît, le monsieur là qui représente la fédération, je suppose. Oui. Est-ce que vous pensez que vous ne prenez pas le problème à l'envers en voulant imposer des sanctions au club ou obliger les clubs à prendre un arbitrage? Est-ce que vous ne posez pas les bonnes questions? Pourquoi personne ne veut devenir arbitre de la maintenant? Il ne faut pas se casser derrière plein de choses. On sait très bien pourquoi. Et même les arbitres, un arbitre international bien connu de vous a fait un petit mouvement de grève. Alors moi je pense que la fédération française de pétanque devrait prendre ses responsabilités. C'est des sanctions, mais des vraies sanctions. Des joueurs suspendus à vie, 20 ans, 15 ans. Laissez-moi finir, ça fait des années qu'on en parle. Tant que vous ne prendrez pas votre responsabilité au niveau national pour protéger les arbitres, vous n'aurez plus personne. C'est tout. Le problème il est là, monsieur. Le problème il est là, cherchez pas depuis 14 heures. Tant que les arbitres ne seront pas en sécurité, mais il n'y aura plus d'arbitres. Ils sont menacés de mort, on les insulte, on crache dessus. On a ce restaurant, vous avez vu ce qui s'est passé? Si j'étais inadmissible, un national, et tout le monde tourne le dos, parce qu'ils ne sont pas protégés. Non, vous ne prendrez pas vos responsabilités au niveau de la fédération française de pétanque du jeu provençal, vous n'aurez plus d'arbitres. Si je peux vous répondre, le code d'arbitrage qui sera proposé au prochain congrès national prévoit
prévoit une revalorisation des sanctions, avec ce que vous avez dit, des sanctions de 20 ans, des radiations à vie. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que on peut prendre toutes les sanctions disciplinaires. Si l'organisateur, l'arbitre frappé, ne porte pas plainte, la personne sera suspendue de la fédération, mais rien ne l'empêchera de venir retrouver les personnes sur le terrain et continuer ses troupes. C'est une obligation aujourd'hui, et la fédération a décidé que quand il y aurait des agressions, elle se porterait partie civile. Mais pour se porter partie civile, il faut qu'il y ait une plainte. Et donc, quand il y a un arbitre qui est agressé physiquement, qui est insulté, un dirigeant qui est insulté, il doit porter plainte. Même si ce n'est pas facile, il doit porter plainte. C'est la garantie qu'il y aura d'une part une sanction pénale, puisque les officiels, graphiqueurs, arbitres, dirigeants sur les compétitions sont couverts par les codes de procédure pénale en tant que dirigeants, et il y a le code disciplinaire. Mais les deux choses vont de pair. 20 ans à une personne, si jamais derrière il n'y a pas une sanction pénale, alors qu'il a frappé, vous n'empêcherez pas de récidiver. Et tant que nous, et quand je parle nous dirigeants, quand on est agressé, insulté, molesté, on ne porte pas plainte, la fédération peut mettre des sanctions, les personnes se sentent quand même relativement protégées. Donc, je reviens juste à ce que vous disiez, vous dites que le comité de protection par les arbitres, c'est faux. Toutes les commissions de discipline pour lesquelles j'ai été l'arbitre qui a déposé justement les... J'ai été agressé par un président de club qui m'a dit ouvertement qu'il allait me fracasser une bouteille de whisky. Vous savez ce qui s'est passé sur les terrains avec les joueurs? Il y a un joueur qui est venu me voir, un joueur sur 6 jeunes au stadium, et je le remercie. Il est venu me dire, monsieur l'arbitre, ne vous inquiétez pas, s'il bouge, je vous protégerai. Un joueur sur les 200 qu'il y avait. Vous trouvez ça normal? Vous dites au comité de nous protéger, mais vous, les joueurs, président de club, vous nous protégez même pas. Je prends un autre exemple. À Milo, championnat du Gard, je prends un salle. Un joueur, que je ne citerai pas, qui est présent dans cette salle, qui met un mouvement de grève, une revendication à l'encontre du règlement. Pendant 30 minutes, on a été obligé de bouger et d'arrêter les matchs, le championnat. Le jour du conseil, discipline de ce joueur, la présidente de ce club n'est même pas venue. Vous trouvez ça normal? Non, président du club, protégez la place à part sur la fédération ou sur le comité, commencez à regarder vous-même, commencez à prendre part avec les arbitres. Voilà, c'est vraiment le message que je vais faire passer. Nous, en tant qu'arbitre, on est seul, on vient, c'est à nous de gérer vos concours, on vient avec nos ordinateurs, on ne peut même pas venir avec ça. Vous trouvez ça normal? Non, c'est à vous de le faire. Et je rappelle, pour soutenir ce que dit l'arbitre, c'est que les organisateurs de compétition que vous êtes ont une obligation de sécurité des biens et des personnes. Quand vous organisez une compétition, c'est vous qui portez la responsabilité de l'organisation. S'il y a des blessés sur votre manifestation, c'est de votre responsabilité. Ce n'est pas de la responsabilité de l'arbitre. L'arbitre, il est là pour travailler sur le terrain, pour faire appliquer les réglementations. Vous êtes là en tant qu'organisateur pour faire respecter l'ordre public. Et l'ordre public, ça veut dire rester dans les règles, c'est-à-dire vendre de l'alcool autorisé dans le cadre de la licence 2 et pas autre chose. Ricard, whisky ou licence 4, c'est interdit. C'est la loi Evin. L'introduction d'alcool dans une manifestation sportive est interdite. La vente d'alcool par un club sur une manifestation sportive est interdite. C'est une cause aggravante en cas de problème. Moi, dans mon département, j'ai un président de club qui a été suspendu pour vente illégale d'alcool. Ça, et si vous avez un problème, si le joueur porte plainte, même celui qui a bu, qui
problème et qui porte plainte, la responsabilité qu'on ira chercher, pas moi, la justice, sera auprès de l'organisateur. Donc il faut aussi avoir conscience que quand il y a une procédure qui est engagée au titre disciplinaire, ce sont des faits que juge la commission. Ça veut dire un rapport, ça veut dire des témoins. Or, bien souvent, vous avez le rapport, vous avez des personnes qui refusent de venir siéger en commission de discipline. À juste raison peut-être par peur, par pression, mais ne soyez pas comme les trois singes. Je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu, je n'ai rien dit. Qui ne dit rien, on sent et participe à l'action. Donc si on a vu, on doit participer à l'éclosion de la vérité. Et comme l'arbitre dit ce qu'il a dit, c'est par dizaines qu'on pourrait citer ce genre de situation sur des concours départementaux où des arbitres se font agresser, des dirigeants se font agresser, personne n'a rien vu. Mais au concours, il n'y avait pas qu'une seule personne, il y avait plusieurs. Et quand on demande aux témoins de venir, bien souvent les témoins disent non, je n'ai pas envie. Et là, vous savez très bien que, je ne sais pas si vous le savez, mais je vous le dis, la commission de discipline est adossée à la procédure pénale. En cas de doute, ça doit prévaloir à l'accusé. On juge des faits sans preuve, il ne peut pas y avoir de sanction. Aujourd'hui, bon nombre de joueurs fauteurs de troubles savent très bien comment s'y prendre. Prennent un avocat, et l'avocat va chercher un vice de procédure. Et s'il n'y a pas d'avocat, et s'il n'y a pas de témoin, la parole de l'arbitre ou la parole du dirigeant contre la parole de l'autre, ça ne vaut rien. Le tout ira parce que ce sera un qui va dire « on m'a frappé », l'autre qui va dire « moi j'ai rien fait », et la commission comment elle fait. Donc, c'est aussi la responsabilité. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Dans l'article 6 du règlement disciplinaire, il est écrit que quand on a connaissance de faits graves qui se sont déroulés dans son département ou en dehors du département, en l'absence de rapport, on peut engager des poursuites disciplinaires après une instruction. Donc nous avons au sein de notre arsenal aujourd'hui des possibilités. Encore faut-il vouloir les utiliser. Et encore faut-il vouloir éradiquer de nos terrains des personnes. Et ça commence par les fauteurs de troubles connus, on ne les accepte pas dans son club. Parce que c'est votre responsabilité qui est engagée. Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut refuser une licence à un club? Vous avez le droit de refuser l'entrée de quelqu'un. D'accord? Il faut que ce soit inscrit dans votre règlement extérieur les modalités. C'est-à-dire, par exemple, réunion du conseil d'administration de votre association, avec un parrainage ou sans parrainage, qui étudie l'arrivée de quelqu'un. Par contre, l'exclusion de quelqu'un de votre club, c'est une autre paire de manches parce que ça doit être notifié en droit et en fait. Parce que c'est une rupture de contrat dans le cadre de la loi de 1901. Et ça, par contre, c'est beaucoup plus difficile. Donc il faut avoir des éléments à charge. Par exemple, quelqu'un qui a été violent, et ça a été manifestement de la violence, quelqu'un qui a des attitudes insultantes, xénophobes, racistes, comme vous voulez, incompatibles avec vos valeurs. Ça, vous pouvez, si vous avez des témoins, vous pouvez lui dire non, ce que tu dis sur les terrains, l'image que tu donnes de mon club, ce n'est pas compatible à la vision que j'en ai, je demande ton exclusion. Vous payez la mutation, par contre vous êtes obligé de payer sa mutation pour qu'il puisse partir. Vous ne pouvez pas le laisser partir comme ça. Et à partir de ce moment-là, il part. Il faut que vous lui envoyiez une lettre recommandée, il faut le convoquer, il faut qu'il soit vu en présence du conseil d'administration, et tout ça, ça doit être dans vos statuts. Pour ne pas qu'on vous accuse de personne à tête du client. Voilà. Et après, les membres de votre comité sont, je suis sûr, sont à votre disposition pour vous aider dans ce genre de cas de figure. Mais ne croyez pas que les dirigeants fédéraux, départementaux ou régionaux se lavent les mains des problèmes que l'on rencontre. Hein. Moi, je suis dans le comité départemental, je suis dans la même situation que votre président du comité.
Voilà. Et moi, ma commission de discipline, il y a un rapport, systématiquement, la commission est saisie. Bon, pour en revenir, parce que là, vous m'avez coupé dans mon élan, mais tant pis, je vais essayer de le retrouver. Pour revenir à l'histoire que monsieur l'arbitre a eue à Millau, c'est le moment qui a eu l'histoire, ça a été juste le moment de la reprise du concours. Alors c'est vrai que je suis présidente du club, c'est vrai que dans le jury, on était plusieurs personnes. Moi, à ce moment-là, quand vous étiez repartis sur les jeux, moi j'étais en train de m'occuper de la restauration avec le traiteur. Donc c'est un petit coup de qui m'avertit, il y a un souci sur le boulodrome. Mais déjà, ça faisait 20 minutes que ça courait. Donc vous connaissez les personnes, ces personnes ne sont passées en conseil de discipline, je ne vais pas aller plus loin, parce que je dirais des choses que je n'ai pas envie de dire. Mais bon, voilà. Hein? Parce que les personnes qui vous ont menacé, j'en sais rien, exactement. Alors moi, après, j'ai eu que on dit, il s'est passé ça, il s'est passé ça. En tant que témoin, je ne vais pas, dans une commission de discipline, dire « Ah ben moi, j'étais pas là parce que j'étais en train de m'occuper d'autre chose et j'ai entendu que, et j'ai fait ci, et j'ai fait ça. » Moi, si je vais à une commission de discipline, c'est pour parler ce que j'ai vu et non ce que j'ai entendu déondir. Donc, vous m'excuserez si la commission de discipline, je n'y étais pas. D'ailleurs, j'ai prévenu le président de la commission en lui expliquant mon absence. Voilà, parce que moi, on m'a dit qu'il a fait ci, il a fait ça. Moi, ça ne m'intéresse pas d'aller le reporter à la commission de discipline. Et ce n'est pas recevable. Il faut avoir vu. Et quand on dit, je vais vous donner, pour dire ce que dit la dame, quand on dit, par exemple, monsieur Endel m'a insulté. Un rapport, par exemple. Il faut qualifier en droit et en fait. Ça veut dire qu'il faut écrire ce qu'on m'a dit. On m'a insulté, ça veut rien dire. C'est qu'est-ce qu'on m'a dit. Et donc on va écrire tous les insultes et le chapelet des insultes qui ont été cités. Parce que si vous ne marquez que dans votre rapport, on m'a insulté, l'avocat dira non, attendez, ça c'est rien. Et vous ne serez même pas convoqué. Parce qu'en plus, il faut savoir que quand il y a vice de procédure, la personne est systématiquement relaxée parce qu'on commence à licence et elle ne peut pas être rejugée pour les mêmes faits. Parce que si on le rejuge pour les mêmes faits, c'est de nouveau un vice de procédure. Vice de procédure, ça peut engager une conciliation devant le CNOSF et ça peut engager une procédure devant le tribunal administratif. Et quelqu'un qui va au tribunal administratif, même s'il a commis des faits graves et qu'il gagne au tribunal administratif, il peut demander des dommages et intérêts à la personne qui a fait le rapport ou à la personne qui l'a convoqué devant la commission de discipline. Donc, quand la commission de discipline fait son travail, et je peux vous dire que toutes les commissions de discipline de France font leur boulot, ce sont des bénévoles, ils ne sont pas tous juristes. Et nous, le conseil que l'on donne, c'est qu'ils prennent la tâche de juriste, parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai travail de juriste que d'engager une procédure à l'encontre de quelqu'un. Et on ne le fait pas parce qu'il a eu une carrière, le joueur a eu une carrière décevante, et on le connaît depuis des années, il fait des conneries. Je le choque une fois en disant, mais il y a 10 ans, tu fais ça, non, c'est les faits d'aujourd'hui. Et s'il n'a rien fait, et que par contre, par le passé, il avait fait des choses, ça ne compte pas. Donc ça, ayez ça en tête, c'est pas pour dédouaner les gens, c'est simplement pour comprendre que c'est une procédure qui aujourd'hui est complexe parce qu'elle s'annonce au code de procédure pénale. Il ne nous appartient pas de, mais vous le saurez tout à l'heure quand on va faire le rapport de la commission de discipline, il ne nous appartient pas de juger de la décision en appel. Mais ils sont passés à la commission de discipline et ils ont été jugés. Non, mais je le sais. Alors voilà, après ce qui s'est passé en appel, c'est un autre problème. Mais tout à l'heure on en parlera, parce que la commission, dans le rapport, on dira ce qu'on en pense. Je le sais qu'ils sont passés en appel. Je pense qu'il faut. Je parlais de procédure pénale, civile, etc. Moi, dans mon club, il y a un joueur, ça fait 6 ans, qui s'est fait agresser par un multirécidiviste. De la pétanque, c'est toujours pas jugé au civil.
Si les délais sont prescrits. On n'est pas des avocats, nous, on est des joueurs lambda, on est avec le club. C'est pas juste ça. Vous avez raison, il a fallu une phase de temps une connerie l'année dernière pour se faire planter. C'est pas logique. Non, mais je suis d'accord avec vous. Quelqu'un qui a un rapport, il faut que son affaire soit systématiquement engagée, si jamais il y a des éléments qui suffisent à monter le dossier. S'il y a, il faut que ce soit systématiquement fait et dans les délais pour ne pas que, une fois que vous avez passé les délais de 60 jours, c'est fini. C'est fini. Ah oui. Ah ben. C'est pour ça que je dis que c'est une question de droit. Tant que les appels, tant que la personne peut bénéficier d'appels, elle est présumée innocente. Le deuxième rapport, c'est la commission de discipline, justement, avec M. Christian Léger. Madame, Messieurs, je me présente, Christian Léger, président de Montfrein et président de la commission de discipline depuis 3 ans. Lors de la dernière assemblée générale, on vous avait précisé que 23 joueurs étaient passés à la commission de discipline. Cette année, pour des raisons que je ne peux pas vous dire, que je ne connais pas, 9 joueurs seulement sont passés à la commission de discipline. Pour passer à une commission de discipline, comme on en a un petit peu parlé, il faut des rapports. Si les gens ne font pas des rapports, on ne peut rien faire, malgré des événements plus graves qui se passent à côté et des événements plus petits où il y a des rapports. Est-ce que les sanctions prononcées font réfléchir? Je ne sais pas. Les joueurs, ça s'agisse. Je vous laisse votre gré. Les dirigeants ou les arbitres deviennent indulgents ou oublient de faire des rapports. Un gros point d'interrogation. Donc, je vous ai dit, 9 joueurs sont passés en commission. 1 pour voie de fait avec violence sur joueur adverse. 4 avec propos excessifs pour menace verbale, conduite inconvenante envers l'arbitre ou le délégué. 2 tentatives de coup, bousculade volontaire, menace grave verbale à l'encontre d'arbitres ou de dirigeants. Et 2 pour absence aux divers championnats. Les sanctions. 1 an, 5 ans, 6 ans, 12 mois, dont 6 mois avec sursis. 6 mois, dont 3 avec sursis. 2 mois avec sursis. Suspension de tout championnat du Gard en 2020. Une affaire sans sanction, une avec 12 mois, mais blanchie en appel pour vice de forme. Je pense qu'on se reconnaît. Pour vice de forme dans la notification de la sanction. Un vice de forme qui nous a très bouleversé à toute la commission de discipline, où nous avons décidé de se mettre en sommet. Après en avoir averti la fédération, nous avons été convoqués dans la semaine qui suivait. C'est monsieur qui a été. Et bien sûr, la fédération nous a confirmé qu'on avait raison, mais on ne pouvait pas revenir sur une sanction qui avait été annulée. D'où la petite histoire que vous avez entendue tout à l'heure. On ne citera pas de nom, je pense que tout le monde est au courant. Ceci dit, la commission fait appel à acte de candidature extérieure. Vous envoyez une demande pour venir faire partie de la commission de discipline au comité du Gard qui décideront. Je pense que je n'aurai aucune question parce que je ne répondrai à aucune. Ce qui veut dire merci de votre écoute. La commission des jeunes par M. Alain Donato. Bonsoir à tout le monde. Donc je vais essayer de faire bref parce que beaucoup de choses ont été dites déjà au sujet des jeunes. Donc je vous ferai un compte rendu simplifié de l'équipe technique départementale. Donc l'équipe technique départementale est composée de Mme Rose Linevière, Jean-André Bresse, de M. Patrice Reynaud et de moi-même. Le CD30 comptabilise 9 écoles de pétanque en activité, moins 3 par rapport à 2018. Avec l'aide des initiateurs BF1, BF2, BF3 et d'écoles d'État, l'équipe technique a pour rôle de faire développer la pétanque. Je tiens ici à remercier toutes les personnes qui œuvrent dans cette tâche afin que nos jeunes pousses restent présentes dans leur discipline favorite. C'est difficile, pour le jeu. Le nombre de licenciés chez les jeunes se trouve en diminution. 265 licenciés.
Catégorie Benjamin, 40, moins 19. Mini, 104, moins 4. Cadet, 74, moins 35. Et Junior, 47, moins 13. Ce qui fait pour la saison 2019, moins 71 licences jeunes. Le nombre de licenciés jeunes de notre comité ne représente que 4,17% de nos licenciés. C'est très faible. Les championnats du Gard se sont très bien déroulés dans leur ensemble. Merci aux clubs qui ont accueilli ces championnats. Pour la première année, le championnat régional triplette jeune s'est déroulé à Villefranche-Rouergue, dans l'Aveyron. Hélas, seulement 2 équipes par catégorie ont été retenues pour le CD30. Le championnat de territoire doublette s'est effectué sur Nîmes pour la dernière saison. Je regrette la non-participation du CD66. Le championnat régional des clubs, CRC, s'est déroulé à Cressel, dans l'Aveyron, avec les 8e et quart de finale, les 28 et 29 septembre 2019. La finale s'est déroulée sur Nîmes, le dimanche 12 octobre. Le CD30 n'a eu aucune équipe de qualifiée pour le CNC, championnat national, donc des clubs, qui avait lieu à Montluçon les 25, 26 et 27 octobre. Le championnat de France triplette, loin de nos bases, puisqu'il avait lieu à Nevers, l'année a eu les résultats suivants. L'équipe minime était en 8e de finale, l'équipe cadet en quart de finale de l'avenir, et l'équipe junior en quart de finale. Les sélections départementales ont eu lieu à Canon, les territoriales 29/16, et pour la zone 1 Occitanie à Montauban. Elles se sont déroulées dans de bonnes conditions. Et comme ça a été dit auparavant, à l'issue de ces sélections, bien sûr, notre junior qui était là tout à l'heure, Charles Jordan, a été retenu pour participer au championnat du monde qui avait lieu dans la ville de Phnom Penh au Cambodge. Donc samedi dernier, il était champion du monde. Et je le dis parce que, je pense, pour moi il faut le dire, il était associé donc, à Jacques Dubois, dit Dawson, qui est gardois, bien qu'il soit licencié au Canu à Lyon, et puis ses 2 collègues, Jo Casal et Flavien Sauvage. Donc félicitations à eux. Cette année 2019 a vu le renouvellement de la labellisation des écoles de pétanque qui en ont fait la demande. Donc je les cite parce qu'elles sont peu nombreuses. Boule Bassonimoise 3 étoiles, ASBL Pétanque 2 étoiles, Pôle Pétanque à l'Est 2 étoiles, École du premier secteur 2 étoiles, le Cochonnet Canolois 2 étoiles, la Boule des Châtaigniers 1 étoile, la Boule des Essels 1 étoile et la Boule du Forum des Angles 1 étoile. Donc félicitations à ces écoles labellisées. En général, les élus savent de quoi on parle quand on parle de labellisation. Les concours jeunes se font de plus en plus rares. Le championnat CDC les a en partie remplacés. Notre trésorier a parlé de l'investissement financier pour l'exercice 2019. Et c'est vrai qu'il est moindre car nous n'avons pas eu d'équipe qualifiée pour le championnat national des clubs, CNC. Et nous qualifions mon équipe pour le triplette régional. Pour 2019, l'équipe technique départementale, avec l'appui du CD30, a validé une somme de 5 000 € pour le bon déroulement du groupe Avenir 30. M. Bernard Pascal, responsable technique, a fait fonctionner un groupe avec les meilleurs jeunes, une douzaine, de notre département au travers l'entraînement et les a amenés dans différents nationaux. Nous continuons, c'est difficile, mais les démarches de communication préliminaires. Et puis, on en a parlé aussi, le championnat de France jeune en 2020 s'effectuera sur Nîmes et l'organisation de M. Porte-Gérard comme responsable s'est mis au travail afin que cette manifestation soit un succès. Voilà, merci de votre écoute. Le CDC vétéran, le comité Jupe de France, par M. Anton. Messieurs, dames, bonjour, pour ceux que je n'ai pas rencontrés. Donc je vais parler au nom de la commission de la Coupe de France et de la Coupe du comité, et après on passera au CDC vétéran. Donc Coupe de France, 42 équipes inscrites, 4 de plus par rapport à 2018, 4 qualifiés pour la zone, les Angles, Barjac, la PAV et Montpezat. Les 2 dernières équipes sont encore en cours au niveau du 3e tour de zone. Il est à noter qu'en 2020, le nombre de places attribuées pour la zone ne sera pas
fonction des inscriptions de l'année précédente que de l'année en cours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudra attendre les inscriptions 2020 pour savoir combien on aura de places en zone. Voilà, la Coupe du Comité, 30 équipes en course après les 2 premiers tours de la Coupe de France. La phase finale s'est déroulée à Saint-Laurent-des-Gouzes le 8 septembre et a vu la victoire de la boule joyeuse de Laudun devant la boule joyeuse de Saint-Laurent-des-Gouzes. L'amicale de Codognan complétant le podium. Alors, petite ombre au tableau de cette compétition, c'est le forfait de 2 équipes au 3e tour qui a eu lieu pendant les vacances de juillet et août, enfin fin juillet début août. Donc je pense que l'année prochaine, il faudra qu'au niveau de cette commission, on réfléchisse aux dates de façon à éviter ce genre de petits pépins. Voilà pour la Coupe de France et la Coupe du Comité. On va passer maintenant à la commission du CDC Vétéran. Alors ce championnat est maintenant bien structuré avec des groupes de 4 équipes en première, deuxième et troisième division et des groupes de 4 ou 3 équipes pour la 4e division. Ce qui fait au total 114 équipes engagées, 102 l'année dernière, donc on est en progression. Les 28 et 29 août 2018 à Bagnols-sur-Cèze, l'équipe de la boule de Saint-Césaire a remporté ce CDC devant l'équipe de la boule amicale de Codognan, l'équipe de la boule de Bouillard complétant le podium. Cette phase finale a 16 équipes pour des raisons un petit peu particulières, les 8 premiers de chaque groupe, les 7 meilleurs seconds et l'équipe de Codognan qui avait été oubliée en début de saison pour des raisons techniques. Donc ces 7 équipes-là se sont affrontées pour la phase finale. Cette phase finale à 16 équipes ayant eu du succès, il est probable que ce soit reconduit l'année prochaine, le comité du garde décidera. Voilà, donc l'équipe championne a participé en compagnie de l'équipe de Laudun qualifiée de l'année précédente au CRC. Voilà, l'équipe de Saint-Césaire a perdu donc au 2e tour et l'équipe de Laudun a accompli un remarquable parcours puisqu'elle est sortie de vice-champion. Alors ce n'est pas le championnat CSC, c'est un rassemblement national. Elle est sortie donc vice-champion. Elle a perdu derrière l'équipe de Gourdon. Voilà, non, elle a été qualifiée avec l'équipe de Gourdon et elle a perdu en demi-finale contre l'équipe de Lebé du département 77. En quart de finale. Quelques remarques sur le déroulement de cette compétition. On a déploré le retard du retour des feuilles de match. L'homogénéité des tenues, je n'en parlerai pas, vous savez ce qu'il en est. Les listes des participants, vous savez que les clubs qui ont plusieurs équipes doivent fournir une liste des participants qui peut être évolutive en cours d'année. Bon, ça a été globalement bien respecté. Nous avons cette année pointé toutes les feuilles de match. Et il faudra la saison prochaine, si on veut continuer à ce que ce championnat se déroule de la même manière, de la bonne manière, il faudra absolument que les feuilles de match nous arrivent le plus rapidement possible. Autant pour le pointage que pour les résultats et l'affichage des résultats en cours de saison. Messieurs, dames, j'ai terminé. Monsieur Marco, le CDC Open. CRC 1 Occitanie. La AB de Bagnols joue les finales et termine à la 4e place. Montfrein descend en CRC 2. Laudun attend pour le maintien ou la descente, résultat de CNC 3. Je ne sais pas encore parce qu'il y en a 2 qui descendent de CNC 3, il paraît, dans notre région en Occitanie. Et on attend parce qu'il y aurait des équipes qui se désisteraient pour l'année prochaine. Ils ne voudraient pas participer. Alors sûrement que peut-être Laudun maintiendra en CRC 1. CRC 2 Occitanie. Uzès monte en CRC 1. Il a terminé 2e de son groupe. Saint-Giniez, la boule du Griffe et Salène se maintiennent en CRC 2 Occitanie. CRC féminin, la boule dorée d'Anduse joue les finales et perd en quart de finale. L'équipe se maintient. PAB de Bagnols se maintient en CRC et Rocomore descend les CDC féminins. Après CDC Open du Gard, le département. Alors, première division, il y a eu 32 équipes de clubs, 4 groupes de 8 équipes. Et deuxième division, 32 équipes de clubs, 4 groupes de 8 équipes. Les finales ont eu lieu le week-end dernier, les 23-24 novembre à Bruges. Première division, CDC champion Caverac,
vice-champion Fusclan, deuxième division CDC, champion Barja, vice-champion Verton du Gard. Grand merci à toutes ces équipes de club. Merci. Je terminerai par les deux dernières commissions. Et après, on passera la parole au président. D'abord, la commission des féminines. Je crois que s'il y a un rayon de soleil dans notre comité, c'est les féminines. Je voudrais dire à tous les présidents de club qui ont des féminines que c'est un plaisir de s'occuper de leurs femmes. C'est vraiment s'occuper des interclubs, là où on regroupe le maximum de dames, et que je dois reconnaître que tant dans l'esprit, tant dans leur comportement, tant dans leur gentillesse, elles font honneur à notre sport de haut. Et je voudrais qu'on les applaudisse et qu'on les remercie. Bravo. C'est des dames, et toujours dans le respect, et toujours dans l'envie de gagner, ce qui est quand même, pour le sport, pour un sport, une bonne chose. Au niveau départemental, je voudrais noter les clubs qui ont remporté des titres, Manduel, les interclubs et les Éclatins, Laurent, le tir de précision, mon frère la doublette, va recevoir le triplé. Au niveau régional, pas de titre, mais bonne figuration en CREC des équipes de Antunes et de Bagnols qui se maintiennent, alors que Roquemort revient en CTC, et Manduel monte en CREC. Au niveau national, même si on n'a pas de titre, alors que c'est habitué, je crois qu'il faut remercier les gens, les personnes qui se sont qualifiées en tête à tête. Léonie Chantal, qui est éliminée en poule, Cantalano Sandy, qui est éliminé en 8e de Manuel. En doublette, de Chenin Alexandra et Robert Caron, le deux Montreuil, qui ont été éliminés en 16e. Baridini, Marina, Richard Véronique, Tufé, Sabrina, en tête de Rocco. La saison 2020, je ne serai plus responsable de la commission féminine. C'est M. Claude Baritini qui prendra la succession. Donc je vous remercie tous les clubs, toutes les féminines, et j'espère bien sûr les retrouver sur le terrain quand je viendrai les voir. Merci à vous. Plus délicat, le jeu provençal. Je crois que je peux être désolé aujourd'hui de vous dire que je n'ai pas réussi dans ma tâche que je m'étais fixée il y a 3 ans. C'était redonner un peu de vie à notre sport du jeu provençal. J'ai échoué pour différentes raisons. Sans vouloir accuser personne, mais je crois que tout à l'heure, quand on a parlé de l'arbitrage, et quand on a parlé de discipline, je crois que les joueurs de provençal peuvent se reconnaître beaucoup dans tous ces rapports. Je crois que la fédération doit aussi être beaucoup plus ferme dans ses décisions de règlement. Le règlement du jeu provençal, c'est un sport qui est très technique, qui ne laisse pas beaucoup de justesse. On doit être beaucoup plus précis dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit. Et on doit aider les arbitres à faire en sorte que le jeu provençal et les règlements soient mieux respectés. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je pense aussi que les présidents du club, vous ne faites pas votre rôle. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit le responsable de la fédération, que vous les dégagez chaque année. Quand on prend le concours, on en est responsable. Et je regrette de dire à Colette qu'un président, ce n'est pas à lui à faire à tenir un bar, ce n'est pas à lui à tenir un truc. Je crois qu'il faut une organisation et que le président il soit auprès de l'organisation et auprès de l'organisation. Ça me paraît indispensable. Il faut que les présidents, quand vous prenez le concours, vous en soyez les maîtres. Sinon, ça ne peut pas marcher. Et ensuite, il y a les joueurs. C'est une catastrophe. Nos meilleurs joueurs ne sont même pas capables de respecter les règles. Nos meilleurs joueurs ne sont pas capables de respecter les normes. Nos meilleurs joueurs, qui se disent forts pour aller au championnat de France, sont capables de rien, à part de respecter et de dire et de reprocher beaucoup de choses. Et comme ça ne peut pas marcher. Donc je crois qu'à un moment donné, je ne sais pas comment on va faire, mais le sport provincial est menacé, d'ailleurs, on n'a qu'à voir les résultats, on n'a qu'à voir des concours de moins en moins, il y a tout le monde, parce que les joueurs ils en ont marre de se faire incendier ou révolter ou ce que vous voulez. Et je crois que si tout le monde ne s'y met pas, on n'y arrivera pas. Pour ma part, j'ai décidé aussi d'arrêter le jeu provincial, le jeu provincial parce que ça me mine, mais c'est pas ma façon d'être. Donc je crois qu'il faut que chacun dans son festival, que les comités du Gard, la TT, il faut faire quelque chose parce que je crois qu'on va à la mort du jeu provincial. Néanmoins, un bon point, un très bon point, les interclubs vétérans.
vous allez me dire c'est encore les vétérans, mais c'est là-haut. Les amis qui se retrouvent là et qui participent aux interclubs vétérans peuvent dire que c'est une compétition où vraiment on retrouve l'esprit, la convivialité, être bien ensemble, se respecter. C'est ce qui fait le sport, le respect des uns et des autres. Et dans ces interclubs vétérans, grâce à Yves Dumont, qui est né le chef d'orchestre, eh bien, je peux vous garantir qu'on passe de merveilleux moments. Et donc, je voudrais remercier tous les clubs, tous les présidents qui participent au concours pour ce comportement. Sur les résultats du cas, en interclub, victoire de Huchot et de Saint-Laurent-des-Gouzes en vétéran. Sur l'équipe du Gard, en doublette manuel, avec Jean-Claude Guin et Laurent Yvon, en triplette la poule des Anges, Guy Barbelaneda, Didier Bertrand et Gérard Sigal. En résultat Occitanie, la doublette de Jean-Louis Ricci et Méjean, son vainqueur. Les résultats de France, mitigés, puisque l'année dernière, en doublette, on avait gagné avec Romero et Vert. Et donc aujourd'hui, Méjean Ricci est éliminé en poule, Corée Vert éliminé en poule, Guingamp éliminé en poule, Blanc-Bonzi éliminé en 32e, les deux Rousseau éliminés en 16e, Romero-Ripert éliminé en 8e, Coste-Hérault éliminé en triplette, Méjean Ricci éliminé en poule, Solaire-Platon Pizarro éliminé en 32e, Avelandena Bertrand Sigal éliminé en 16e. Je terminerai ces résultats, car en soulignant les clubs de la Poule des Anges, qui œuvrent dans le mal à maintenir le Grand Prix du Midi Libre, et en organisant chaque année le Master, qui est une belle manifestation, même si les règlements ne sont pas respectés. Un grand merci aussi aux clubs qui nous ont permis d'organiser dans les meilleures conditions le championnat, le Kéla, et surtout Millau pour son organisation parfaite des triplettes et du qualification doublée. Merci à tous de m'avoir écouté. Au plaisir de vous revoir sur les terrains. Merci. Je passe la parole à monsieur Pierre. Bon, je ne voulais pas vous parler de commission, simplement vous savez qu'il est de tradition, et c'est prévu par notre règlement intérieur, que l'Assemblée générale valide les délégués au Congrès national. Donc, ce qui est prévu dans le règlement intérieur, c'est le président, le secrétaire général, le trésorier. Nous souhaitons y adjoindre le responsable des jeunes parce qu'il y a un énorme boulot à faire. Il y aura peut-être des rencontres aussi à faire, à voir un petit peu, parce que nous ne sommes pas sur le comité qui aide du manque de jeunes. Voilà. Donc je vous demande votre approbation. S'il y a un désaccord, vous le dites. Personne n'est contre. Donc je suppose que des abstentions, pardon, excusez-moi. Toujours pas. Eh bien écoutez, d'accord. Donc les représentants seront ceux-là. Merci. Et ensuite, le programme prévoyait questions diverses. Donc, profitez de poser vos questions, et ça va y répondre le plus correctement possible. J'aimerais connaître la motivation de la fédération quant au changement du règlement concernant les tenues. En 2019, vous avez supprimé, comme quoi on n'avait plus les jeans, vous mettre des pantalons, et cette année, vous obligez pour 2020 de mettre des survêtements identiques. Qu'est-ce que c'est que vous annoncez? Vous croyez qu'il va y avoir la télé sur nos boulodromes? Bon, il n'y aura pas la télé sur tous les boulodromes, mais sous l'impulsion de Michel Desbois, malheureusement, qui est décédé quand il a été élu, il avait inscrit dans son projet fédéral, qui a été validé par les présidents de comités départementaux de l'Assemblée du Congrès national, que la fédération est un sport. Le jean n'est pas un pantalon de sport. Donc, la position qui a été prise par la fédération, en concertation avec les présidents de région, qui eux-mêmes ont vocation à discuter avec les présidents de comité, ont tous soutenu la fédération pour aller dans le sens d'une tenue sportive. La fédération. Donc la fédération est allée dans ce sens-là. Voilà. Donc le pétanque est un sport, la tenue sportive nous semble le meilleur ami pour pratiquer la pétanque. Je vais vous dire
moi j'ai 64 ans. J'ai connu la pétanque, comme vous, où nous avions une population de personnes qui arrivaient sur les terrains de pétanque en pantalon blanc, chaussures cirées, vernis, la petite chemisette blanche, et aucune de ces personnes ne se serait autorisée à venir sur un terrain de pétanque habillée n'importe comment. C'était une question de respect pour elles-mêmes, pour le club auquel elles appartenaient, pour la discipline qu'elles pratiquaient. Malheureusement, la société a évolué et il y a un certain nombre de personnes qui viennent à la pétanque comme ils se conduisent dans la vie, c'est-à-dire comme des malotrus. Ils se permettent de venir en jean dégueulasse. Quand ils se baissent, on voit leurs fesses et l'arrêt de leur derrière jusqu'à la moitié de leurs fesses. Même avec les survêtements. Hein. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, bon nombre de personnes n'ont aucun respect pour elles-mêmes ni pour les autres. Et nous, notre travail, c'est de faire en sorte que notre discipline soit clean. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, c'est une option que l'on a prise. Et donc, quand on prend des options, on est soumis à la critique. Et la critique, on l'accepte. Moi, j'admets et je l'accepte. Mais je m'aperçois que quand je vais dans des championnats départementaux, dans des qualificatifs du secteur sur certains départements, il n'y a plus de jeans, il y a des tenues sportives, c'est vrai, comme dit madame, malheureusement, il y a des personnes, quand elles portent un jogging, comme si tout le monde n'a pas la taille mannequin, donc tout le monde ne fait pas bon, mais voilà. C'est un sport, on porte une tenue sportive. Mais pourquoi identique? Pourquoi identique? Parce que c'est la tenue. Pourquoi identique? Parce que c'est la tenue du club et que quand vous achetez des tenues, je suppose, avant que ce soit les joueurs qui se les payent, quand ils se les payent, la moindre des choses, c'est d'avoir une entité de club. Déjà l'eau. Il y a déjà le haut, le bas. Quand vous achetez un survêtement, vous pouvez acheter un survêtement aujourd'hui à des prix qui sont tout à fait raisonnables. On n'est pas obligé de mettre 150 € dans son survêtement. Pardon? Non, mais moi je me la paye aussi dans mon club. Oui, non, mais j'entends parce que la pétanque n'a jamais été vécue comme un sport et c'est un loisir. Et donc, il deviendrait l'idée de personne d'aller à la piscine, je ne sais pas bien, n'importe comment, sur un terrain de foot, pareil. La pétanque, on s'autorise à pratiquer la pétanque n'importe comment. Oui, peut-être. Mais ce n'est pas notre conception, c'est une discipline sportive, on rentre sur un terrain de pétanque. Après, je ne vous dis pas. On n'interprète pas de mal des propos. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a une réflexion à mener sur ce que c'est qu'une compétition de pétanque. Et que tout n'est peut-être pas compétition. Tout ne justifie pas qu'il y ait un arbitre et des graphiqueurs. Mais il faut savoir, c'est du loisir. Et on fait ce qu'on veut, c'est de la compétition, et on respecte les règles. Oui, une fédération c'est fait pour prendre des décisions. Bon. Après avoir pris l'avis des présidents de comités départementaux et régionaux, on a pris une décision. Elle est critiquable, je l'entends. Et d'ailleurs, je fais le tour des départements et je peux remonter. Moi, c'est pas ce que vous dites, moi je le ferai remonter. Pas de souci. Noter certaines choses comme sur l'arbitrage et sur la discipline, je peux remonter pour que le message passe peut-être un peu mieux. Au niveau de l'arbitrage, il doit y avoir un groupe qui va se créer pour analyser les moyens informatiques et accessoires des clubs. C'est ça. Et dans votre intervention aussi ce matin, vous avez parlé des gestions de concours avec le logiciel. Gestion concours. Oui, gestion concours. J'aimerais savoir plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les clubs organisateurs de concours auront l'obligation d'utiliser ce logiciel et donc d'avoir des moyens informatiques.
Le but, c'est en 2021 que tous les concours soient faits sur le logiciel gestion concours, effectivement. Et on a mis la date en 2021, le temps que les clubs puissent envoyer des licenciés se former au niveau du comité pour gérer les gestion concours. Donc ça veut dire que tous les clubs, il leur faudra du matériel informatique. À l'heure actuelle, la plupart des clubs ont du matériel informatique. Je ne sais pas dans la salle qui c'est qu'il y a du matériel. Depuis 2009, le logiciel existe. J'entends ce que vous dites, mais je suis surpris, puisque le règlement administratif et sportif de la fédération impose depuis 2017 l'utilisation de gestion concours pour l'organisation des compétitions. Toutes les grilles de classification des joueurs se font à partir de gestion concours. Les clubs qui n'utilisent pas gestion concours, il y a des grilles spécifiques pour les concours manuels. Je peux vous dire que les joueurs ils sont pénalisés. Parce que nous, on répertorie au niveau de la fédération, du comité départemental, les concours manuels et les concours par gestion concours. Moi, j'ai 1000 concours officiels dans mon département, ils sont tous, mais depuis 2017, tous informatisés. Je connais d'autres départements qui sont dans votre cas, ils se posent les mêmes questions. Mais la classification, c'est quelque chose qui est rentré. Le problème, c'est que c'est une charge supplémentaire pour les clubs. Dans mon département, ce n'est pas les clubs, c'est les graphiqueurs que j'ai mis en place, qui viennent avec leur informatique, avec leur caisse, avec leur ordinateur, et leur imprimante et qui font le boulot. Hein. Mais le club les paye. Hein. Le club les paye au même titre que l'arbitre. Hein. Oui, c'est une charge pour les clubs. Donc, pour éviter ça, il vaut mieux acheter un ordinateur qui vous coûtera moins cher, surtout si vous faites beaucoup de concours. J'ai entendu une question tout à l'heure, je rebondis, c'est le monsieur là-bas qui a parlé. Il n'a pas parlé faux que j'ai entendu par rapport au contrôle lié à l'utilisation du cannabis. Il y a quelqu'un qui l'a dit. Simplement, pour vous informer, le cannabis est un produit dopant. Et les contrôles antidopage sont de la compétence de l'Association française de lutte contre le dopage. C'est mandaté par l'État, c'est-à-dire que tous les championnats départementaux, régionaux, sont transmis par la fédération au préfet. Le préfet, sur ordre du ministère, diligente un contrôle antidopage. Un contrôle antidopage, ce sont des contraintes pour un club. C'est-à-dire que vous devez avoir un lieu neutre, mis à disposition des médecins de la FFD qui viennent, avec des toilettes, hommes et femmes, ce qu'on appelle des vigiles, c'est-à-dire que vous allez désigner dans votre club 7, 8, 9, 10 personnes qui, dès que les médecins vont arriver, qu'ils vont désigner les équipes qui vont subir le contrôle antidopage, vous allez devoir rester à leur semelle jusqu'à ce que le contrôle ait lieu. Et ils vont dans leur voiture, vous allez à la voiture. Ils veulent aller aux toilettes, vous les rattrapez, vous leur dites non, vous allez avoir le contrôle antidopage. Et vous ne partez que quand le contrôle antidopage a été fait. Les joueurs et les joueuses doivent faire pipi devant le médecin qui est présent. Et tant qu'il n'a pas fait, le bénévole des vigiles ne peut pas partir. Moi j'en ai vu qui passaient la nuit à attendre que l'autre ait fini parce qu'il n'arrivait pas à pisser parce qu'il y avait quelqu'un qui le regardait. On a des sportifs de haut niveau de l'habitude. Et ça a un coût. C'est 400 € par personne contrôlée, à la charge du comité départemental, donc à la charge des clubs. Et ça, c'est le ministère qui le décide. Par contre, les contrôles d'alcoolémie qui ont été mis en place, étendus avec des habilitations aux membres des comités départementaux. Je peux déjà vous annoncer, avant que le Congrès national ait lieu, qu'il y aura une modification de la réglementation pour 2020. Un joueur contrôlé positif sera exclu de la compétition. Et s'il s'agit d'un championnat, il ne pourra plus, et son équipe ne pourra plus participer à la suite de la compétition, même s'ils se sont qualifiés. C'est-à-dire que c'est un qualificatif de secteur, je ne sais pas si vous avez des qualificatifs de secteur,
contrôle d'alcoolémie, ils se font prendre, ils participent, ils ne peuvent pas continuer le championnat. Je prends triplette. Triplette ne peuvent pas chanter. S'ils se qualifient pour le triplette départemental, ils ne peuvent pas jouer. Départemental, ils se font prendre, sont qualifiés au régional, ils ne peuvent pas. Et bien entendu, ils ne peuvent plus aller au championnat de France. Championnat national des clubs, le joueur se fait contrôler positif au cours d'un match, il est exclu du match, il ne peut plus être remplacé, il ne peut pas intégrer une autre équipe, il est exclu du championnat des clubs pendant toute la durée du championnat. Idem pour la Coupe de France. Donc prenez vos joueurs. Il faut faire un tirage au sort dirigé. Demandez-nous notre avis, on va vous dire qui il faut contrôler. Attendez, moi je vous dis que c'est un tirage au sort. Si vous voulez faire un tirage au sort dirigé, c'est pas moi qui vais aller mettre le nez dans votre pratique. Hein. D'accord, j'ai le droit. Merci. Si vous avez quelqu'un sur un terrain qui est manifestement alcoolisé, que vous mettez son nom dans un chapeau et que malheureusement ça tombe sur lui, ben, ça tombe sur lui. Et donc faites en sorte que ça tombe sur lui. C'est trop facile, je rigole, mais c'est trop facile d'aller choper le mec qui n'a pas vu. D'accord? Donc je suis pas né de la dernière pluie. S'attaquer, vous êtes arbitre, s'attaquer au monsieur gentil qui mord le rond, c'est très facile. S'attaquer à la personne brutale qui vous fait chier à longueur de nez et qu'on n'ose pas aller voir parce qu'il insulte tout le monde, ça c'est du courage. Mais mettre un carton jaune à un joueur du dimanche parce qu'il mord le rond, c'est pas du courage. C'est faire appliquer le règlement. Mais il faut aussi savoir de temps en temps l'appliquer intelligemment parce qu'il y a des gens qui méritent d'être emmerdés, d'autres pas. Et quand on a bu, je ne critiquerai jamais quelqu'un qui fait un contrôle, un tirage au sort aléatoire. Je ne veux pas savoir comment il a fait, mais je ne le critiquerai pas. Pour le temps. Le règlement dit qu'il doit être obligatoirement aléatoire. Que pensez-vous quand vous arrivez sur la terrain? Vous rencontrez un joueur qui tue, il a bu, là on ne peut pas contrôler. Il y a une réflexion au sein de la fédération pour faire des contrôles répressifs. Mais ça veut dire que vous devez avoir sous la main tout le temps la personne habilitée. Ça pose plusieurs questions sur le plan réglementaire. Bon, malheureusement, je suis responsable du pôle administratif, j'écris la plupart des règlements à la fédération. Ça pose plusieurs questions. La personne, est-ce qu'elle trouble la compétition? Si oui, il n'y a pas besoin de dire qu'elle est alcoolisée. Elle trouble la compétition, réunion de jury, exclusion de la compétition. Là, le contrôle d'alcoolémie dans ce cas-là ne viendrait que renforcer la faute. Mais qui le fait? Comment on le fait? Parce que la personne va rester là et ça peut poser d'autres problèmes. Voilà. Le diable se cache dans les détails et on en a discuté avec le président de la CNA. C'est vrai que ce serait à titre, je dirais, ça me paraîtrait, plutôt que de faire un tirage au sort aléatoire, de dire voilà, cette personne elle a bu, je la contrôle. Voilà. Et ça pose plus de problèmes. Alors, je n'ai pas la solution, j'y réfléchis, mais comme il a fallu, ça paraissait sous le sens, par exemple, qu'une personne qui est à plus de 0,25 ne puisse pas continuer la compétition. D'accord? Mais il a fallu qu'on y réfléchisse parce que dans le droit français, nul ne peut être puni pour les fautes d'autrui. Donc, il y a tout un mécanisme à mettre en place. Il y a plusieurs articles de différents règlements qu'on a dû bouger, modifier, changer des mots pour que n'importe quelle personne, juriste ou avocat qui va le faire, ne dise pas « Attendez-moi, mon client, vous avez fait un délit de patience, vous avez pointé du doigt son comportement. Qu'est-ce qui vous prouve que? Sur quoi vous vous êtes basé? S'il y a trouble du comportement et qu'il gêne, c'est un rapport, c'est une exclusion de la compétition. On n'a pas besoin d'un contrôle d'alcoolémie. Si c'est en dehors du terrain, c'est la police.
Mais la police n'interviendra que s'il y a manifestement trouble à l'ordre public. Voilà. Donc, c'est vrai que ça paraît simple, mais ça pose énormément de questions. Et nous, moi, ma responsabilité, c'est de ne pas mettre plus de pagaille et de responsabilité qu'on ne pourrait pas supporter sur les personnes organisatrices, les délégués, les arbitres, les responsables de table de marche. Alors, il faut que quand moi je prends une décision, j'essaie d'y réfléchir, parce que quand je jette un caillou dans l'eau, c'est rare que la flaque d'eau ne fasse pas des balles. Gérard Sillier de la Boule de Montpellier. Moi, c'est au comité du Gard que je voudrais faire une suggestion. Voilà, quand un club a une équipe qui se qualifie pour le championnat de France, elle va sur les lieux, dans la ville où a lieu le championnat de France, et le comité délègue un délégué, envoie des personnalités pour accompagner les équipes. Je pense que ce serait judicieux que dans cette délégation, on puisse prévoir une personne du club de l'équipe qui est qualifiée. Tu payeras? Pardon? Tu payeras? On paye déjà quand on paye nos licences. Si tu vas en tant que club, c'est normal que ce soit toi qui paye, désolé. Mais non, écoutez, moi je te donne vous avez un truc de vue. Vous avez entendu à peu près l'état des finances. Vous voyez que sans être en déficit, nous sommes quand même à un équilibre qui est respectable, mais qui peut être très facilement mis en péril si on rajoute dans tous les championnats ne serait-ce qu'une personne, ben nous allons passer en déficit. On vient d'ajouter une personne pour aller à la commission de France, là. Oui. Oui. Au congrès. Ah oui, tout à fait. Voilà. Donc, d'accord, on mais va faire parce que je pense que les joueurs qui sont qualifiés, quand on voit sur Canal 21, là, l'équipe 21, on voit il y a toujours un coach, il y a toujours quelqu'un qui accompagne ces joueurs. Dans le cas, je vous cite, ça n'existe pas. Le coach, vous avez un délégué représentant du comité de garde. Le comité de garde, c'est pas un coach du club. Non, c'est le coach d'une équipe. Comprenez que lorsqu'une équipe va sur le championnat de France, elle représente le comité du garde, et pas son club. Même si son club, ben oui, mais c'est comme ça. Bien évidemment. Donc ça ne veut pas dire que c'est une exclusion du club, absolument pas. Mais c'est une représentation très officielle sur un championnat de France où il faut que ce soit un délégué qui fasse partie du comité directeur. Oui, mais ça, je ne discute pas avec le délégué, je propose qu'on puisse... Voilà, merci. Bon écoutez, moi, maintenant, je vais être positif. J'ai écouté tout ce qui a été dit, toutes les accusations qui ont été proférées en direction de la fédération. J'ai écouté le monsieur là-bas qui était plutôt pour la fédération. Toutes les personnes qui ont répondu, qui ont posé des questions, c'est parfait. Je pense que des solutions vont être trouvées. Le représentant de la fédération a très bien répondu. Voilà, toutes les personnes qui aujourd'hui ont pris la parole, se sont exprimées d'une façon parfaite. Voilà. Alors, cela dit, moi je voudrais, c'est un peu expliqué tout à l'heure, je voudrais parler des vétérans. Parce que des vétérans, il y en a quand même un paquet dans la salle. Et ces vétérans-là, ils donnent une belle leçon d'exemplarité. Je veux dire que cette année, moi je suis arrivé dans le Gard, j'étais en Seine-et-Marne avant, mais je suis arrivé dans ma ville natale à Uzès, et le président ici présent m'a demandé si je ne voulais pas m'occuper d'un club de vétérans. Sur quoi j'ai répondu oui. Et nous nous sommes déplacés, nous avons reçu des clubs, je les cite, les Pieds-Tanqués, la Boulerie Liéroise, Rousson, 3 fois. Et nous nous sommes déplacés dans ces clubs-là. Et là, j'ai retrouvé de la convivialité, nous avons échangé, nous avons partagé des moments précieux de vie ensemble. C'est ça l'état d'esprit. C'est ça l'état d'esprit de la pétanque qu'il faudrait retrouver par ailleurs. C'est ça l'état d'esprit. Cet état d'esprit-là, je ne le retrouve pas. Ça a été cité, des bons joueurs, il y a des joueurs qui se la pètent, entre guillemets. Et j'aimerais que, ma foi, ils fassent attention.
cet état d'esprit qu'on retrouve chez les vétérans, qu'on le retrouve par ailleurs chez des gens un peu plus jeunes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et je vous remercie. Je voudrais vous dire une chose. Par les questions qui ont été posées, même si elles sont un peu véhémentes, chacun s'exprime comme il veut et moi je ne me suis pas senti agressé. Que ce soit clair, si j'accepte de venir quelque part, c'est pour discuter avec des gens, chacun s'exprime avec sa façon d'être, sa façon de faire. Je n'ai pas senti ni un manque de respect, ni de l'agression. Voilà. Je voulais vous le dire qu'il ne faudrait pas que ce soit... Par rapport à ce que vous dites, c'est tout à fait vrai. Mais parce que nous, les vétérans, se retrouvent entre eux et partagent la même pétanque qu'ils ont connue depuis des années. Mais c'est à l'image du monde. Vous avez aujourd'hui des personnes de 60 ans, quand ils rencontrent des jeunes de 20 ans, ils ne se reconnaissent pas dans ces jeunes-là. Et quand on veut discuter avec certains gamins aujourd'hui, et qu'ils vous regardent en haussant les épaules comme si l'expérience que vous avez acquise ne valait rien, on peut se poser la question des valeurs qui ont été transmises à un certain nombre de personnes. Voilà. Et à la pétanque, qui est un microcosme, vous retrouvez exactement la même chose à la pétanque quand vous allez le dimanche dans un concours qui n'est pas un concours vétéran. Vous allez vous retrouver face à des gamins qui ne viennent pas pour pratiquer la même pétanque que vous. Il y a 30 ans, 40 ans en arrière, quand vous tombiez sur un caillou et que vous jouiez avec des personnes de 60 ans, si vous aviez le malheur de dire « Putain, j'ai vachement bien joué, je suis allé au bouchon en tombant sur un caillou », la personne âgée vous disait « Apprends à choisir ta donnée, apprends à jeter tes boules ». Aujourd'hui, le gamin il tombe sur une pierre, il fait le tour du monde et il revient au bouchon. Si vous avez le malheur de lui dire « Qu'est-ce que tu as fait là ?» juste il va pouvoir vous en coller une. Donc on se retrouve avec des mondes complètement différents, avec des valeurs différentes. Mais à nous, dans nos clubs, d'expliquer à ces gamins, quand ils sont avec nous, parce qu'il y en a qui valent le coup quand même, on en a vu un jeune champion du monde, qu'il y a des valeurs intrinsèques à la vie sportive et à la vie humaine, à la citoyenneté qu'on se doit d'acquérir. Et si certains ne veulent pas l'entendre, ils n'ont rien à faire chez nous. Donc à nous d'être assez courageux, en tant que dirigeants, pour leur dire, mon petit, la porte elle est là. Voilà. Et quand on aura compris que certaines personnes dont le comportement n'est pas compatible avec nos valeurs n'ont rien à faire chez nous, eh bien il y a peut-être d'autres personnes qui reviendront parce qu'elles se sentiront en sécurité, parce qu'elles ne viennent pas sur des concours de pétanque comme vous, pour gagner 10 €, pour tuer le père, la mère, les frères, parce qu'on a 5 € en jeu. Et pourtant, il y a 30 ans, si vous réfléchissez bien en arrière, 30 ans, 40 ans en arrière, il y avait bien plus d'argent à la pétanque et au jeu provençal qu'il y en a aujourd'hui. Par contre, il y a 30 ans, 40 ans en arrière, tout le monde travaillait. Et aujourd'hui, il y a des gens qui comptent sur la carte bleue qui s'appelle la licence pour gagner leur vie. Et ça, tant que je serai moi à la fédération, ces gens-là, je les combattrai. Et on mettra un arsenal de choses qui nous permettent, comme on a dit tout à l'heure, de les jeter d'un club quand on a envie de les jeter d'un club. Parce que quand on doit se traîner un poulet toute sa vie, parce qu'on a peur qu'un avocat vous tombe sur le dos, à un moment donné, ça va. Et donc les bénévoles s'en vont parce qu'ils se disent « Moi, je ne suis pas venu à la pétanque pour faire ça ». Donc, à nous dirigeants départementaux, régionaux, de trouver des solutions pour que votre vie soit plus facile. Tant sur le plan sportif, en sachant ce que c'est la compétition et les loisirs, que sur le plan administratif. Voilà ce que je voulais dire. Et après, il y a tellement de travail à faire, parce qu'on est passé depuis 2004 du loisir au sport, sans se donner les moyens de réfléchir aux structures que l'on voulait mettre en place. Donc quand on est passé sport de haut niveau en 2004,
Aucun président de club, moi y compris, on m'a demandé mon avis. Mais mon club, on l'a transformé en club sportif. Donc aujourd'hui, je suis avec. Et donc la pétanque, c'est un sport. On n'est pas aux Jeux Olympiques, mais c'est un sport. Et donc du coup, on y va droit, peut-être pas comme on voudrait, mais voilà, c'est comme ça. C'est l'évolution de notre discipline sportive. Monsieur Le Botte, j'aimerais vous questionner à votre double casquette de membre du comité Occitanie et de vice-président de la Fédération française ou d'élu fédéral, on va dire d'élu fédéral, concernant la politique des jeunes. Tout à l'heure, vous nous avez fait un joli discours sur la transmission, il n'y a aucun problème là-dessus, et peut-être qu'à un moment donné, il faut mettre les actes en conformité avec les paroles. Et là, je parle au niveau financier. Je vous explique, je suis très bien au courant, nous sommes très bien au courant, vu que Gilbert Bierne, notre président, est responsable ETR Occitanie, Roselyne Bierne est responsable ETR Languedoc-Roussillon, et j'ai même discuté avec le responsable ETR Midi-Pyrénées, Daniel Mercadier. Or, il se trouve qu'a priori, alors vous m'arrêtez si je me trompe, on manquerait de moyens en Occitanie pour les jeunes. Mais vous nous dites ce que vous voulez, mais moi je ne trouve pas ça normal du tout. Récemment, Gilbert, il lui manquait 1 000 € pour terminer le budget des championnats régionaux des clubs. Quand on pense aux sommes qui sont allouées au championnat open, au championnat vétéran, et qu'on en est à ne pas rembourser 1 000 € pour les jeunes, je trouve pas ça normal du tout. Il me semble que les jeunes, sauf si je me trompe, mais auquel cas vous me le direz, au même titre que le sport féminin, le sport handicapé et aussi le carcéral qui avait été rajouté par feu notre président Michel Lemoine, font partie des publics prioritaires. Il me semble que si on ne daigne pas accorder davantage d'importance à cette catégorie-là au même titre que les autres, et après il ne faudra pas venir sur le paiement. Je suis membre du comité directeur, au même titre, Gilbert est membre du bureau. Donc moi j'ai une voix parmi les voix. Vous avez tout à fait raison, mais c'est un choix politique au sein de la politique régionale. Donc il y a des choix financiers qui ont été faits, de mettre de l'argent sur les championnats de clubs. Les championnats de clubs masculins, adultes, ont fait l'objet d'un projet qui a été validé. Moi, ce que je disais tout à l'heure à Gilbert, c'est que peut-être le projet jeune n'a pas été suffisamment orienté et audible pour qu'il parle. Et vous avez raison, les jeunes c'est l'avenir et on doit y mettre de l'argent. Mais on est aussi des gestionnaires et on ne peut pas mettre de l'argent n'importe comment, en sachant que la région Occitanie, qui existe depuis maintenant 3 ans, a été déficitaire en 2017, déficitaire en 2018, va retrouver l'équilibre financier cette année, et on nous avait dit qu'il n'y aurait peut-être pas de moyens à l'Assemblée Générale 2018, donc janvier 2019, personne ne pouvait savoir où on allait. Aujourd'hui, j'espère que la présidente sera en capacité de nous donner un meilleur éclairage à la fin 2019. Donc, j'espère que fin 2020, pour le mandat 2021-2024, l'Occitanie retrouvera de la sérénité et mettra le paquet sur les gamins. Parce que si on ne met pas le paquet sur les gamins, c'est pas sur les vieux, c'est fini. Nous, on est en fin de carrière, malheureusement. Donc, moi, je n'ai pas d'état d'âme. Je suis président du comité. Je mets beaucoup d'argent sur les jeunes comme vous, avec un MIR 30, moi j'ai un MIR 31. La situation financière de l'Occitanie, après la fusion, alors qu'on avait quand même des bases qui étaient relativement conséquentes, s'est retrouvée catastrophique en 2 ans.
Pourquoi? Comment? Je n'en sais rien. On aura peut-être des explications dans les jours ou les semaines à venir. On verra. En tout cas, le projet des jeunes du championnat national des clubs, il faut aussi savoir raison garder et il faut argumenter quand on a un projet, quand on veut défendre des budgets, il faut avoir, avec des présidents sur la table, il faut avoir quand même des vies pour et ce que je disais à Gilbert tout à l'heure, peut-être que le fait d'avoir, au niveau de la commission jeune, de l'ETR, de multi-interlocuteurs, noie le discours. On a un responsable de l'ETR, c'est Gilbert. Moins il y aura de personnes qui interviennent et qui interfèrent dans son discours, mieux ce sera. Voilà. Après, à lui, avec sa commission, de trouver des arguments. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Eh bien, nous allons clore cette 95e Assemblée Générale du Comité du Gard. Merci à vous tous et merci à tous les intervenants. Yeah.